Bien, salut à vous tous et bienvenue dans cette deuxième partie du résumé de la Vénus d'Île réalisé par Tawfiq Belayashi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Dans la première partie, les événements étaient vraiment très limités, bien qu'on ait fait toute une partie sur elle, mais en gros, c'est la venue du narrateur à I, une ville se trouvant aux Pyrénées, des montagnes au sud de la France. Bien. Et le guide qui lui raconte d'abord la découverte d'une statue et le mariage de la fille de son hôte, la personne qui va l'accueillir, monsieur de Père Orad. Bien. Alors, arrivé là, il apprend aussi que cette Vénus a été la cause de la fracture de la jambe d'une personne qui s'appelle John Cole et que les gens de la région sont tous superstitieux, ils ont de mauvaises croyances, de fausses croyances, donc ils croient que cette Vénus d'Île est une idole païenne qui cause le malheur. Et on a vu que après avoir dîné chez ses hôtes, il est parti pour s'endormir et de sa chambre, il a regardé la statue. À ce moment-là, deux garçons sont passés, l'un d'eux a jeté une pierre sur la statue. Alors la statue a, d'une certaine façon, renvoyé la pierre. Les garçons croit que la statue leur a rejeté la pierre et le narrateur croit seulement que la pierre a rebondi sur le métal de la statue et s'est retournée vers le jeteur, celui qui a jeté la pierre. Bien sûr, on comprend que cette explication rationnelle n'est pas convaincante parce que le métal ne peut pas renvoyer un projectile avec une grande force. Lorsque les deux garçons sont partis, le narrateur, il a formulé le vœu, d'accord, il a exprimé ce vœu, que tous les destructeurs, tous les gens qui font du tort aux monuments historiques soient punis et châtiés. Comme ce jeteur de pierre, il a jeté la pierre sur la statue et la pierre est revenue sur lui et lui a fait mal, elle l'a puni. Donc, Monsieur de Péorade le réveillait le lendemain matin à 8 heures. Donc, Monsieur de Péorade, en vérité, il s'est réveillé à 6 heures. Et il a commencé à s'impatienter. À chaque quart d'heure ou bien 20 minutes, il remonte pour voir si le narrateur s'est réveillé. Et à la fin, n'en pouvant plus, il l'a réveillé à 8 heures. Ils ont déjeuné et il l'a emmené pour voir la statue. Le narrateur s'est aperçu que c'était bien une Vénus. Donc, il a remarqué, il s'est attendu à voir quelque objet très normal, très moyen, mais il s'est vraiment aperçu que c'est une beauté, c'est un chef-d'œuvre, c'est une statue extrêmement bien faite. Et la femme, la Vénus, la femme qui est sculptée, est une femme d'une merveilleuse beauté. Il dit, il était impossible de voir quelque chose de plus parfait. Donc pour lui, cette statue incarnait la perfection de la beauté. On ne pouvait pas trouver plus beau que cette statue. Mais en même temps, il observa, il remarqua avec une grande surprise la malice, la ruse et la méchanceté. Cette statue a quelque chose de maléfique. Monsieur de Péorade, bien sûr, lui montra une inscription comme il lui en avait parlé la veille, le jour d'avant. Il lui montra une inscription gravée sur le socle, sur le piédestal, la partie sur laquelle est posée et rattachée la statue. Donc, le narrateur y trouva deux sens.
Il trouva deux sens à cette inscription, d'accord? Il peut la traduire, il peut l'interpréter, c'est une inscription en latin, maintenant il va l'expliquer en français. Donc, c'est deux possibilités, il a trouvé deux interprétations, d'accord? Alors, la première interprétation, prends garde à celui qui t'aime, mais défie-toi des amants. Alors, le mot amant, s'il vous plaît, dans le passé, n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Dans le passé, il signifie un amoureux, une personne qui aime une autre, d'accord? Donc, c'est exactement ça, l'amant dans le passé. Celui qui aime une personne est son amant. Mais aujourd'hui, l'amant, c'est une personne avec laquelle on a une relation sexuelle, d'accord? Même s'il n'est pas amoureux, même si c'est un amant. D'accord? Alors, bien sûr, c'est pour utiliser le mot dans le bon sens, pas dans le mauvais. Aujourd'hui, pour parler d'une personne qui aime une autre personne, on parle d'un amoureux, on ne dit pas un amant aujourd'hui. Bon, maintenant, le deuxième sens, prends garde à toi si elle t'aime. Alors, vous voyez ici, la première inscription met en garde, nous demande de faire attention aux personnes qu'on aime, mais ici, elle nous demande de faire attention à la statue. D'accord? Et ça sort la statue de l'inanimité, du statut d'objet. D'accord? Donc j'ai dit statue, pas statue. D'accord? Donc, alors statue avec U, T à la fin, bien sûr, c'est-à-dire position. Donc, elle est sortie maintenant avec cette inscription. Si on prend cette inscription comme étant, d'accord, ce qui est signifié par l'inscription, donc là, on va se dire que cette statue n'est pas, d'accord, normale, n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, elle est fantastique, elle peut faire du mal. Donc, Monsieur de Perrode avance à une explication. Donc, il expliqua lui aussi cette statue, mais il expliqua en partant du mythe de Vénus, en parlant de son mari Vulcain qui était très laid, d'accord, qu'il avait surprise avec un amant. Donc maintenant, toute cette explication paraît au narrateur fort drôle, très niaise, très candide, pour utiliser le mot candide qu'on a l'année prochaine. D'accord? Quelque chose de vraiment très simple. Donc, alors, il ne peut s'empêcher de sourire, bien sûr, parce que cette expression, tirée par les cheveux, signifie qu'on essaie de donner à une phrase ou bien à un texte un sens qui ne lui convient pas, mais on force les choses pour que ce sens convienne. D'accord? Donc là, on dit, c'est une expression tirée par les cheveux. Il lui montra une autre inscription sous le bras droit, d'accord, sur le bras droit de la statue, d'accord. Et dans cette expression, il y a un mot qui pose problème. Ce mot, c'est verble. Donc, alors pourquoi? Surtout parce que quelques lettres sont effacées à la fin de ce mot. Donc, pour comprendre l'expression, il faut bien sûr deviner les lettres qui manquent. Alors, à partir du sens que forme le narrateur, il va expliquer les choses comme étant, d'accord, comme si ce verbe, il signifie, bien ce mot, je m'excuse, parce qu'il y a verbe, j'ai dit verbe, mais on ne sait pas si c'est un verbe, en général c'est un adjectif, d'accord. Donc, alors, le premier sens c'est qui s'agite, ou bien la tapageuse, qui fait du bruit, qui fait des sottises, d'accord. Bien, l'autre, c'est-à-dire, ça c'est le narrateur, l'autre c'est Monsieur de Perrode. Monsieur de Perrode, il pense que ce mot, tverble, c'est l'origine du nom d'un village. D'accord, le mot latin tverble, et lui, il va l'expliquer comme, je ne me rappelle pas très bien,
verblera ou bien quelque chose comme ça, et il va dire que ce mot, d'accord, c'est en vérité le mot qui est à l'origine du mot boule terne. Ouais, vous pouvez bien remarquer. Verblarem avec boule traîne, on n'a même pas d'assonance. On ne les entend même pas de la même façon. D'accord? Bien. Et cette explication, elle va être aussi très très fausse, tout simplement. Bon, pourquoi? Parce que on peut pas, d'accord? On ne peut pas parler d'étymologie. C'est quoi l'étymologie? L'étymologie, c'est chercher l'origine d'un mot, les racines d'un mot. Vous avez par exemple un mot en français et vous essayez de trouver la racine de ce mot en latin. Mais l'étymologie n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce qu'on a pensé à cette chose, parce que ça nous paraît comme étant l'origine. Non, c'est parce que c'est prédéfini. Les gens qui connaissaient le latin et qui connaissent le latin et qui connaissent le français ont déjà fait des dictionnaires de traduction pour traduire du latin en français. Il y a une science aujourd'hui qui s'appelle l'étymologie. C'est pas donner à n'importe qui de chercher l'origine d'un mot. Et monsieur Père Orad, c'est un simple antiquaire, d'accord. Et maintenant il commence à parler, d'accord, linguistique, à chercher le sens des mots, et vous savez, il va commencer même à expliquer les syllabes et les sens qu'ils ont et tout ça, d'accord, mais nous n'allons pas nous attarder avec ça, nous passons. Donc, il aperçut une marque blanche au-dessus du sein, sur la poitrine, d'accord, au-dessus du sein et sur les doigts. Alors le narrateur, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que cette marque, c'est la marque de la pierre jetée par les garçons. Et le narrateur, il comprend que la pierre a d'abord frappé la poitrine, a ricoché sur la main, et a rebondi une deuxième fois pour revenir vers le lanceur. D'accord? Donc, un ensemble de coïncidences, si vous voulez. D'accord? Donc, maintenant, il raconte à son ami ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, bien sûr, le sens le plus probable, c'est que lorsque la Vénus a été frappée, elle a ramassé la pierre et elle a frappé. C'est un sens surnaturel, mais si on accepte le fait que la Vénus est fantastique et surnaturelle, ce sens nous paraîtra le plus probable. On le refuse parce qu'on n'accepte pas cette probabilité que la Vénus soit un être vivant. D'accord? Donc, c'est tout simplement ce que je viens d'expliquer. C'était la marque de la pierre. Bien. Donc, après le déjeuner, le garçon, le fils des Péorades, il emmène le narrateur pour lui montrer une calèche qu'il a achetée en cadeau. Une calèche, c'est une sorte de diligence, une charrette, mais pas une charrette normale pour transporter des choses, mais une calèche, c'est une charrette qui était dans le passé réservée au transport des personnes. C'est comme une voiture de luxe aujourd'hui. D'accord? Donc, il a acheté une calèche à sa femme, c'est son cadeau. D'accord? Après ça, il commence à raconter ses exploits sportifs, à parler de sa famille, de leurs animaux, chevaux et le reste, et de sa fiancée, de sa beauté, et surtout de sa richesse. Et le narrateur est ennuyé d'abord pour la longue discussion, parce qu'il n'a rien à faire de tout ce que l'autre lui disait. Ensuite, il est un peu offusqué, il est un peu mal à l'aise par le fait que Alphonse se préoccupe plus de la richesse de sa femme que de sa beauté. Bien. Alphonse tira de sa première phalange. Les phalanges, ce sont les os des doigts.
Chaque os du doigt, on en a 3, chaque os s'appelle une phalange. Donc, il tira de sa phalange, de la phalange de son petit doigt, une grosse bague. Cette bague, elle est enrichie de 2 diamants. D'accord? C'était la bague de fiançailles, la bague qu'il voulait offrir à sa femme, et c'était la bague de sa grand-mère. Donc, je crois que vous voyez ça dans les films occidentaux, les films européens, américains et le reste. D'accord? Donc, vous voyez que pour les fiançailles, le fait d'offrir une bague de mariage des ancêtres, c'est-à-dire de la mère ou bien de la grand-mère ou bien, est une marque d'amour. Pourquoi? Parce que cette bague, tout d'abord, elle a 2 significations essentielles. Première signification, d'accord? Voilà, je ne t'offre pas seulement quelque chose de matériel, mais quelque chose, d'accord, de vraiment très personnel. C'est comme si je t'offrais ma personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la personne qui a hérité de la bague a de l'importance dans sa famille, parce qu'une mère a seulement une seule bague. Donc, si elle la donne à un fils ou bien à une fille, s'il est unique, c'est un choix imposé, mais si elle a beaucoup de garçons, le fait d'offrir une bague à l'un d'eux est marque de considération. Alors, cette bague, elle n'avait pas de diamant lorsqu'elle appartenait à sa grand-mère, mais lui, il veut lui donner plus de valeur, alors il l'a enrichi de 2 diamants. Le narrateur désapprouve, il n'est pas d'accord. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, découpé ici. Ah, je m'excuse, j'allais vous dire que Word a fait une erreur, mais c'est moi qui ai fait une erreur. Alors, désapprouve, c'est-à-dire il n'est pas d'accord. Il croit que les diamants ne conviennent pas à des fiançailles. Ils conviennent à un cadeau normal, oui, mais pour les fiançailles, il dit que à Paris, on considère que c'est déplacé d'offrir une bague avec des diamants à une fiancée. Il faut offrir quelque chose de simple. D'accord? Mais regardez, Alphonse, c'est quelque chose de très matériel. Il pense beaucoup à l'argent. Il lui dit, elle va porter dans son doigt, elle va porter 12 000 francs. Donc c'est beau. Quelque chose qui vaut 12 000 francs est nécessairement belle, convenable. Donc, ce soir-là, ils dînèrent chez les parents de la mariée et Alphonse était placé à côté de sa femme, sa future femme, on dit future femme et on dit ex avec EX, ex-femme. Ex-femme, c'est une femme dont on a divorcé. Ex signifie passé. Et futur signifie à venir. Elle n'est pas encore sa femme, elle est sa fiancée. Lorsqu'on dit sa future, on a fait élision d'un mot ici, on a effacé un mot, ce mot c'est femme, sa future femme. Donc il lui chuchotait quelque chose à l'oreille tous les quarts d'heure. Elle est décrite comme étant une femme d'abord très belle et très posée, une femme qui sait comment se conduire. Donc, elle rougit un peu lorsqu'il lui parle, mais en même temps, cette pudeur, une bonne timidité, on l'appelle une pudeur. Donc, cette pudeur qu'elle a ne l'empêche pas de parler normalement, de converser normalement, de répondre de façon très relâchée, d'accord? Ce qui signifie que c'est une personne équilibrée. Donc, c'est ça la description de Mademoiselle de Pugarig. Mademoiselle de Pugarig, c'est la future femme d'Alphonse de Pérorade. Donc, lorsqu'ils reviennent à la maison, le narrateur, il pense qu'il doit parler à la mère,
d'Alphonse à Madame de Pérorade. Il engage la discussion et ne trouvant pas de quoi parler, il lui parle du fait qu'ils ont osé organiser un mariage un vendredi. Alors, les chrétiens, ils sont superstitieux, de deux choses. La première chose dont ils sont superstitieux, c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est un symbole musulman. Et du numéro 13. Et le numéro 13, c'est un mot que les juifs aiment. La religion du juif, c'est le judaïsme. Alors vous voyez, les deux choses essentiellement dont ils sont superstitieux sont des choses qui leur ont été inculquées par leur hostilité envers la religion dans le passé, par l'Église qui les poussait à détester l'islam et les musulmans. Et ici, je crois que nous touchons à la fin de cette leçon, mais je suis vraiment désolé de parler de cette chose. J'en ai parlé en arabe, mais il est vraiment bête de trouver des personnes qui commencent à, même les croyances, ils croient à ce que croient les autres. Alors, si un occidental, si un Européen se mettait à être superstitieux, à avoir peur de quelque chose de chez nous, il paraîtrait vraiment idiot. Et c'est la même chose pour un Marocain qui se croit éclairé, illuminé, mais qui en fait, est vraiment bête. Donc l'exemple dont je vais vous parler ici, c'est une personne avec laquelle j'ai voulu fixer un rendez-vous, une personne parlant tout le temps français et le reste. Bon, je lui ai parlé d'un rendez-vous de travail, et ce rendez-vous, je lui ai dit vendredi prochain. Alors il m'a dit, mais regardez, mais vendredi prochain, c'est un vendredi 13, on ne peut pas organiser un rendez-vous un vendredi 13. Alors, au fond de moi-même, je lui ai pas dit, mais au fond de moi-même, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment une personne censée ça? Écoutez, ce n'est pas de l'hostilité envers les Occidentaux, mais les Occidentaux eux-mêmes, ne seraient pas d'accord avec une personne, avec un Occidental qui se mettrait à avoir peur, je ne sais pas, de quelque chose dont nous avons peur, par exemple, nous les Marocains, à être superstitieux, à adopter même nos fausses croyances. Et là, c'est vraiment le comble, je m'en excuse, mais c'est le comble de la bêtise. Alors là, je crois que nous touchons à la fin de cette leçon, comme je viens de vous le dire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.